Mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir, bienvenue à cette autre édition de 237 Stories. Vous connaissez déjà, c'est la quatrième saison et c'est surtout le cinquième épisode de votre podcast. Eh bien, vous êtes sur les différentes plateformes, vous êtes sur Spotify, vous êtes ou sur Spotify ou même encore, vous êtes en train de nous écouter sur Apple ou sur YouTube. Eh bien, on est content de vous savoir nombreux connectés, aussi bien vous les dames que vous les messieurs. Eh bien, auditeurs, aujourd'hui, on a retenu pour vous, comme à l'accoutumée, une très belle thématique. Une thématique qui va introduire d'abord notre invité, qui est une belle dame. Je vous en parle tout à l'heure, mais avant de parler de la dame, il y a également les autres thématiques à l'ordre du jour. Ce sont les thématiques qui permettront d'échanger avec nos différents interlocuteurs, nos panélistes ceux-là qui ont accepté notre invitation ce jour. On va parler donc aujourd'hui dans votre podcast 237 Stories en actualité entre foi et implication politique. Que peut-on retenir du dernier voyage du pape Léon XIV en terre africaine? Vous le savez déjà, mesdames et messieurs, il y a bien le pape Léon XIV qui a fait un tour au Cameroun, il était en Angola et tout récemment encore, il était en Guinée équatoriale. On parlera aussi de politique. Le changement au Cameroun passera-t-il forcément par le changement des hommes à la gestion des affaires étatiques? Questions posées, réponses de nos différents interlocuteurs tout à l'heure. On va parler aussi et surtout, c'est le sujet avec lequel on va ouvrir notre débat, du bonus, comment promouvoir la littérature en Afrique. C'est la grande question que l'on s'est posée et notre invitée de ce soir, je vous la présente tout à l'heure donc, elle va nous en dire plus. Avant de vous parler de notre invité, bien, permettez-moi d'accueillir ceux-là qui ont donné de leur temps pour être présents aujourd'hui. Je vais commencer par Sepiro. Sepiro que je ne présente plus, il est consultant à 237 Stories depuis un peu plus de 30 épisodes déjà quand même. Il faut l'avouer, ça fait plus de 2 ans qu'il a rejoint la maison et on est toujours content d'avoir ses résultats parce que lui vient seulement avec les résultats. Sepiro, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, c'est WK, je vais très bien, merci. Alors, alors du jour, il y a pas mal de sujets. Est-ce qu'il y aura un qui aura retenu ton attention qui n'a pas été centré aujourd'hui sur le terre? Oui, il y a un sujet, ce sont les questions de xénophobie qui frappent les Africains, les étrangers africains en Afrique du Sud. C'est Mhm. l'actualité qui retient mon attention. Les Noirs africains. Les Noirs africains, je précise, les Noirs africains en Mhm. Afrique du Sud. Donc, je les Exactement. apporte mon soutien et on a une pensée pour eux et on les soutient dans tout ce qu'ils endurent dans cet autre pays africain. Mhm. Bon, quand tu dis cet autre pays, c'est vrai que c'est un peu fort. On aurait dit que c'est pas, qu'ils se sentent un peu à la marge en ce moment. Mais on espère que nos frères sud-africains reviendront à de bons sentiment et c'est ce bon sentiment qu'on souhaite également à Olivier qui est avec nous et qui a accepté de, une fois encore, venir croiser le verbe avec Chicharito et Sepiro et tous ceux de la bande. Olivier, bonsoir et bienvenue au débat aussi. Bonsoir CWK, bonsoir à tout le panel, bonsoir à notre invité de ce soir, bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices, bonsoir à tous les 147. Comme avec Sepiro, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aurais aimé que l'on s'attarde ce soir et qui n'est pas à l'ordre du jour, évidemment? Déjà, l'actualité brûlante internationale avec la guerre Iran contre Iran versus États-Unis plus Israël qui fait rage actuellement avec des conséquences qui vont peut-être toucher d'autres pays qui ne sont pas vraiment impliqués dans le conflit. Et on constate que les conflits ne sont plus mineurs. Ils sont des conflits que même si tu es chez toi, les problèmes viennent te trouver, les problèmes de vie, de société et tout cela que ça peut apporter comme difficulté. Alors, je constate que le monde va de mal en pis parce que les guerres, ce sont des choses dont on sait qui commencent et on ne sait quand est-ce qu'elles vont finir. Alors, j'exhorte vraiment les uns et les autres à avoir de la retenue et à penser à ces pauvres populations qui meurent par milliers parce que c'est toujours les populations qui souffrent
Donc, c'est un peu cette actualité qui m'a marqué durant ces derniers temps, parce que je ne vais pas dire cette semaine, mais ça dure déjà un mois. D'accord. Une actualité qui n'est pas prête de s'arrêter. Et il y en a un aussi qui ne doit pas s'arrêter. Je ne pense pas qu'il va s'arrêter de sitôt d'être avec nous et de donner ses consultations. C'est Chicharito. Vous le connaissez déjà, mesdames et messieurs. Je dis toujours, avec lui, j'ouvre les débats, avec lui, je ferme également les échanges. Chicharito, bonsoir et merci d'avoir pu te connecter ce soir encore. Bonsoir CWK. Merci une fois de plus pour l'invitation. Je salue également tous nos auditrices et auditeurs et également tous mes copanélistes. Comme avec les autres, hein, la même question, un sujet qui a retenu ton attention. Oui, il y a plusieurs sujets, mais disons que une fois n'est pas coutume, je vais m'attarder au sujet dans les réseaux sociaux avec Oui, l'arrestation de Dame Aïcha Kamwas. Pas que oui. je ne la connais pas personnellement, mais pourquoi je parle de son arrestation? Tout simplement pour mettre ici en lumière toutes les personnes victimes des arrestations arbitraires. Donc, je parle comme ça de Mhm, tout ce qu'on a arrêté pendant la crise post-électorale de 2018, celle de 2025 et toutes les autres personnes qui sont comme ça arbitrairement interpellées et dont les droits sont bafoués. Donc, j'espère que c'est comme, comment il va dire ça, c'est pour moi l'occasion de mettre en lumière toutes ces personnes-là et les inciter à s'engager politiquement. Parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, tous les Camerounais disent qu'ils souhaitent voir leurs enfants grandir. Malheureusement, ce qui arrive à Aïcha pourra arriver à l'un d'entre nous demain. Et c'est pour cette mhm. raison que nous faisons ces émissions-ci. C'est tout simplement pour essayer d'éduquer les mentalités des Camerounais et espérer un Cameroun meilleur dans lequel les droits de chacun soient respectés. Donc, merci une fois de plus pour l'invitation. D'accord, c'est quand même bon de préciser pour nos auditeurs pardon, qui sont hors du pays que c'est bien du Cameroun que l'on parle et que c'est l'influenceuse Aïcha Kamoise qui a été arrêtée tout récemment. Peut-être une actualité sur laquelle on reviendra un jour dans le cadre des gossips si on a un peu plus de temps. Mesdames et messieurs, je vous le disais à l'entame de cette édition de 237 Story, on a une invitée de marque à la maison. Eh bien, quand on parle ces 5 dernières années, je pourrais étendre même à 10 ans, quand on parle donc des 5 dernières années de la scène littéraire africaine et principalement de l'Afrique centrale et surtout du Cameroun, c'est un seul nom qui vous reviendra en tête, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le terrain, parce que elle est présente aussi bien sur le terrain que dans les réseaux sociaux. Eh bien, c'est le nom de la présidente de l'association Acolyte. Elle nous dira ce que c'est qu'Acolyte d'abord, mais j'ai envie de vous parler d'elle-même, la personne, parce que Pauline Ongono, puisqu'il ne faut plus la présenter, a accepté de répondre à nos questions ce jour et on aimerait comprendre avec elle comment se porte la promotion de la littérature. Mais avant, permettez-moi de lui laisser la place afin qu'elle puisse s'asseoir. Pauline, bonsoir et bienvenue à cet échange. J'espère que tu vas bien. Bonsoir William, je vais bien, merci. J'espère que tout le monde va bien, que ce soit les panélistes ou alors les auditeurs. En tout cas, nous, on va bien. Je pense que les panélistes aussi, ils ont l'air très en forme. Et avant peut-être de commencer à poser vraiment les questions au fond du sujet, j'ai voulu un peu te Mm. faire ce qu'on on appelle souvent, on dit au quartier à Talakou, mais là, j'ai envie de dire, ce n'est pas seulement étendre, te faire vraiment des fleurs, mais c'est dire proprement ce que tu as décidé de faire comme métier, parce qu'après une formation en tant que bibliothécaire, tu t'ouvres clairement, telle une fleur de lys, et tu décides de consacrer ton temps, je voulais dire ta vie, à la littérature. Pourquoi avoir fondé Acolyte et c'est quoi Acolyte déjà? Bon, pour venir à la jeunesse, effectivement, j'ai choisi d'être bibliothécaire à l'âge de 11 ans. Parfois, je me vante d'être l'une des Camerounaises à avoir exercé un métier choisi dans l'enfance. Et donc, lorsque j'arrive à la bibliothèque, bon, j'ai fait plusieurs bibliothèques, hein, notamment le CLAC et tout, je me suis rendu compte que les livres appelaient à l'aide, en fait, parce qu'ils n'étaient pas consultés, parce que les gens avaient déjà des livres choisis, c'est-à-dire quand les lecteurs venaient, ils avaient des livres déjà choisis et tout ça.
Alors, j'ai commencé en bibliothèque, en filmant des livres que je présentais sur Facebook. Je n'avais même pas une grosse communauté à l'époque. Alors, voilà, je disais, OK, à la bibliothèque telle, vous pouvez trouver tel livre et tout, et tout, et tout. Alors, un jour, Oui, je me dis entre quatre murs parce que ça ne va pas. Il y a les livres qui sortent tous les jours. Il y a des auteurs qui naissent tous les jours, mais les livres, voilà, on ne les connaît pas. En plus de ça, les auteurs, enfin, les acteurs du livre, entre eux, ne se connaissent pas. Et c'est comme ça que je nourris l'idée de Acolyte, qui va naître finalement en 2022. Acolyte, c'est quoi? C'est une agence et c'est une association. Donc, agence de consulting littéraire. Pourquoi? Parce que c'est une agence qui sert de médiateur et d'accompagnateur aussi. De l'idée d'écriture jusqu'à mhm, la préécriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un veut écrire et ne sait pas écrire, nous pouvons, par exemple, lui donner des ateliers de lecture pour qu'il puisse écrire. Si le livre a paru et qu'il ne sait pas comment faire, on peut communiquer sur le livre, on peut traduire le livre, on peut relire le livre. C'est vraiment toute la chaîne du livre qui est presque tout d'ailleurs et qui est représentée chez Acolyte. Donc voilà pourquoi Acolyte est né. Donc c'est une agence de consulting littéraire qui ramasse toutes mes compétences et d'autres compétences aussi pour que vraiment on puisse atteindre un bon niveau de littérature de qualité, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Voilà. c'est vrai que tu en as parlé pendant, tu t'es bien étalé dessus, mais il y a ces gens qui pensent toujours et qui ont, vraiment, je suis contre ces gens d'abord. Ceux-là qui ont longtemps pensé que faudrait cacher des choses aux Africains en les mettant dans des livres. Mais avec ton expérience actuelle avec Acolyte, est-ce que tu as cette impression que les Africains lisent de plus en plus et aussi que les Africains produisent de mieux en mieux? Cette phrase, je pense qu'il faudrait que les gens qui l'utilisent rentrent dans le contexte. Déjà, le contexte où Oui. elle a été dite par Dili et qu'ils viennent dans le contexte actuel. Les gens aiment lire. Maintenant, il ne faut pas oublier que la littérature, c'est un art comme la peinture, comme le sport et autres. C'est-à-dire, je peux aimer le sport et ne pas aimer la peinture, c'est normal. Je peux aimer lire et ne pas aimer la peinture, c'est normal. Maintenant, il faut savoir que les Exact. gens aiment lire. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus un peu paresseux. Les gens n'ont plus le temps d'aller à la bibliothèque pour lire. Déjà que les bibliothèques, il faudrait déjà qu'elles soient achalandées par des livres récents qui peuvent attirer et même qu'elles-mêmes communiquent déjà. Ça, c'est ce qui n'est même pas déjà fait. Donc, les gens sont de plus Communiquer en sur plus l'existence paresseux. des 10 livres. Effectivement. Et donc, il faudrait que les livres aillent vers eux. Et c'est la raison pour laquelle chez Acolyte, justement, on fait des descentes sur le terrain presque tout le temps. On va dans des établissements scolaires, dans les universités, autres là, pour dire aux gens OK, Mhm. tel auteur existe, tel livre existe. C'est ce que les gens veulent. Et je vous assure que les gens achètent des livres. Les gens le font. On est allé dans un établissement scolaire où les élèves se cotisaient de l'argent pour pouvoir acheter un livre pour pouvoir lire entre eux parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Donc, les gens Ah, lisent effectivement, mais ils veulent que on leur apporte la lecture. Maintenant, ainsi. Et c'est la raison pour laquelle il faut multiplier les initiatives comme des descentes sur le terrain tout le temps, que ce soit dans le quartier, on vient même dans un quartier carrément, avec le bibliobus, un peu comme avec Monsieur Kamdem le fait. Et les gens lisent. La production, elle est exponentielle. Franchement, il y a de plus en plus d'auteurs. Contrairement à l'époque des Pabé Mongo où il y avait quelques 50 et autres, là, aujourd'hui, il y a des milliers d'auteurs au Cameroun seulement. Donc, il faudrait qu'il y ait des mhm. lecteurs aussi, pour laquelle il faut multiplier les stratégies pour pouvoir présenter des livres et pouvoir vendre des livres. C'est en fait ça. Mais est-ce que le marché du livre, là maintenant, on va parler peut-être du marché du livre africain en général et camerounais aussi en particulier. Est-ce que le marché du livre actuellement a une bonne santé? Bon, ça dépend de l'angle qu'on prend. Si on prend l'angle de la vente, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non. Comme tout à l'heure, je l'ai souligné, si vous écrivez un livre, votre livre paraît et puis vous restez chez vous, parce que vous vous dites que vous êtes Mhm, un grand auteur, c'est clair que vous n'aurez absolument rien. Vous n'aurez rien en termes de renommée, rien en termes d'argent, ça c'est comme ça. Donc, comme à l'époque, hein, il y a ceux qui brillent le plus ou à le mieux, et il y a ceux qui ne brillent pas. Il y a ceux qui vendent plus, il y a ceux qui ne vendent pas.
Et ceux qui vendent le plus, je vous assure qu'ils ont une stratégie. C'est la descente sur le terrain, c'est aller vers les gens. C'est vrai que bon, sur le plan, on va dire quoi, sur l'héritage colonial de la littérature qu'on a encore pour l'instant, ce n'est pas le bon angle à Oui. suivre, mais on n'a pas le choix et il faut vivre avec ces réalités. Donc, en termes de valeur pour le moment, j'ai envie de dire que ce n'est pas parfait, mais quand on multiplie les actions, ça le fait. Ça le fait Mhm. vraiment. Et les auteurs qui le font vous diront ils vendent les auteurs qui le font. Ils vendent leurs livres. Et c'est le cas Mhm. partout, Et pas seulement maintenant, au Cameroun, en général, c'est le Mhm. cas partout. Exactement. C'est pour ça que j'ai un peu élargi le spectre au niveau africain et mondial. Avant que Mhm. mes autres copanélistes aussi ne puissent poser certaines questions, je vais peut-être enchaîner avec un événement parce qu'on sait que pour vendre les livres, il faut bien sûr qu'il y ait des événements de la mise en Mhm. avant de ces ouvrages-là. On sait que tout récemment, Mhm. Acolyte, justement, a mis sur pied plusieurs événements et j'ai envie que l'on parle un peu de celui qui est en cours actuellement, c'est le Sécrilo. Non, pardon, la Sécrilo, voilà, parce que c'est la semaine du critique littéraire en ligne. De quoi est-ce qu'il Mhm. s'agit concrètement et quelles sont les attentes d'Acolyte à la fin de cette semaine-là? D'accord. Bon, Acolyte a trois salons virtuels, donc notamment la Sécrilo, dont la semaine du critique littéraire en ligne. Parce qu'on s'est rendu compte que lors des événements, on ne parlait pas de critique littéraire, on ne parlait pas des relecteurs qui font l'objet d'un salon, on ne parlait pas des promoteurs littéraires, même, c'est-à-dire que ceux même qui mettent la littérature en avant, on ne parlait pas d'eux. C'est la raison pour laquelle on a créé un autre salon aussi pour eux. Le but, c'est quoi? C'est de créer des ponts entre les gens, présenter les gens au monde. C'est-à-dire, on quitte du fait de présenter un à un. Non, maintenant, on présente les gens selon leur profil et on donne aux gens, on montre aux gens ce que X ou Y est capable de faire à travers un échange. C'est une façon de livrer même leurs expériences quand ils font ces échanges-là. Donc, notre attente, c'est quoi? C'est que, à la fin, que des gens puissent contacter ces X et Y-là pour tel ou tel service, pour telle ou telle collaboration, ainsi de suite. C'est ça notre objectif avec ces différents salons-là. Avec les critiques, par exemple, et en ce moment, ça bat vraiment son train, ça finit dimanche. On se rend compte que beaucoup de gens ont une pensée erronée de ce que c'est que la critique littéraire. Depuis lundi que les échanges se tiennent, on se rend compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de notions erronées. Et je vous assure qu'il y a même ceux qui se disaient critiques qui m'ont dit après que voilà, ils sentent qu'ils vont changer leur carte de visite parce que depuis qu'on parle là, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas des critiques littéraires, ils sont juste des lecteurs qui donnent leurs avis. Donc voilà autant de choses, soulever vraiment des problématiques qu'on ne soulève pas tout le temps et créer Oui. véritablement des ponts entre les gens parce que la scène littéraire doit être dynamique. La scène littéraire doit être vraiment un peu comme un réseau avec plusieurs, tu vois un peu le dessin du réseau là, les ponts avec des En fait, ramifications autres là. un écosystème qui est viable parce qu'on a l'impression que l'écosystème littéraire et culturel même en Afrique et au Cameroun, ce n'est pas toujours ça, surtout littéraire. Et effectivement, c'est pas que, effectivement, il y a beaucoup de, je vais pas dire ingrats, il y a beaucoup d'égoïstes, voilà. Il y a beaucoup d'égoïstes. C'est-à-dire que les gens, je vous assure qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils font même des voyages internationaux, quand on leur demande, vous connaissez telle, ils disent que non, on ne la connaît pas. Ou alors vous connaissez telle, ah oui, on la connaît, tout ce qu'elle fait là, c'est du folklore, elle ne fait absolument rien. Parce qu'ils veulent s'arroger tous les mérites. Donc, il y a beaucoup d'égoïstes, il y a beaucoup de méchanceté même. C'est terrible Mais ça moi, quand je même. me dis, oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a une personne, je parle de mon cas, ça fait pas longtemps. Elle est arrivée au Sénégal. Bon, malheureusement, pour elle, elle ne sait pas que le Sénégal, c'est une de mes nations, deuxième nation. Elle est arrivée au Sénégal chez un éditeur qui travaille directement avec moi. Il lui demande, est-ce que vous connaissez Pauline Ngongo? Elle lui dit, bon, on la connaît, mais bon, c'est pas trop ça, hein, et tout ça. Là, juste devant elle, il m'a appelé. Il a fait un appel vidéo. Il me dit, tu connais la femme si? Je dis, oui, je la connais. Moi, j'ai même commencé à faire son atalakou et tout ça là. Là, je l'avance J'imagine que un peu oui, la scène. déjà, oui, c'est une Camerounaise, je la connais bien, c'est une Camerounaise, elle est dynamique. Moi, je ne la connais même pas, pour te dire vrai. Mais quand il m'a dit qu'elle est Camerounaise, j'ai dit que oui, elle est On a Camerounaise. l'impression que la politique, même quand la politique n'est pas là, les gens réussissent à ramener la politique sur le terrain parce que c'est de la Non, même manière que nos politiciens se comportent. Sans te couper, Pauline, et on va, avant de passer la parole à nos différents panélistes, parce que je sais qu'il y en a sûrement qui ont des choses à te dire, j'ai envie d'inviter vous qui êtes également
auditeurs aujourd'hui d'aller et bien aller sur la plateforme, sur les plateformes pardon, de podcast. Vous allez suivre les aventures de Mbombo et je vous présente ce livre. Pourquoi? Parce que c'est un livre super bien écrit. Je ne suis pas critique littéraire comme Pauline Ongolo, mais je vous donne mon ressenti de lecteur. Il est super bien écrit. C'est Alessika qui en est son auteur. C'est disponible en audio, c'est disponible également sur des sites internet. Même en allant simplement sur 237 Story, vous tomberez directement sur cette page-là. Voilà, pour ce petit clin d'œil-là à Alessika, un auteur qui nous suit de très près. Je pense qu'il est en France quand il nous suit en ce moment-ci. Alors, nos différents panélistes, c'est Pierrot, Chicharito, Olivier. S'il y a une question pour Pauline avant qu'on ne la laisse partir, elle est à votre écoute. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Sepiro. Déjà, je vais vous dire tous mes encouragements parce que je vous suis au quotidien. Je suis abonné à votre compte Facebook ou le seul compte que je suis abonné. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, mais je suis sur Facebook. Et souvent, je reprends l'une de vos, je vais dire une de vos pensées qui dit lire des livres, des livres. J'écris ça régulièrement Oui, sur mon compte. d'accord, merci. Je connais ça de vous, donc je ne vous découvre pas aujourd'hui. La question que je m'en vais vous poser, puisque lire des livres, comment est-ce que vous faites pour garder les plus jeunes et les intéresser à la lecture? Parce qu'aujourd'hui, puisque l'homme est l'homme de son époque, on fait face à plusieurs outils, notamment les intelligences artificielles, qui rendent la tâche beaucoup difficile à certains. Par exemple, qu'ils prennent un livre, qu'ils mettent dans l'outil, l'outil va le lire intégralement, soit il va faire un résumé. Donc, je ne sais pas. Et on sait qu'un résumé n'est jamais fidèle. L'outil ne va jamais te donner le ressenti ou bien que l'auteur a eu. Donc, je me demande comment est-ce que vous procédez aujourd'hui pour pouvoir garder les lecteurs, en fait, les encourager à continuer de lire intégralement un ouvrage et peut-être à faire des notes sans se servir de cet outil-là. Est-ce que l'outil n'est pas un problème aujourd'hui pour les littéraires, pour les auteurs aussi, puis certains écrivent avec. Donc, comment est-ce que vous faites face à l'outil IA qui est en train d'envoyer notre espace? Ok. Bon, je vais commencer par la question de la lecture aux enfants. Acolyte travaille pour les publics. Ça veut dire que même avec les enfants, on travaille. Et d'ailleurs, on a un club de lecture. C'est vrai qu'il n'est pas mensuel comme le club de lecture pour les grands, mais il y a un club de lecture pour les enfants aussi qui est de 6 pages par jour. Et on fait lire les enfants et on discute avec eux autour des livres qu'ils ont lus. En plus de ça, moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est un cri de cœur, j'ai envie de dire comme ça, c'est que les parents ne devraient pas attendre que d'autres fassent. Nous sommes tous, nous sommes parents, nous sommes tontons, nous sommes tantines, nous sommes grands frères, grandes sœurs. C'est à nous de commencer à la maison. Ce n'est pas à l'enseignant à l'école, par exemple. C'est à nous de commencer à la maison. En fin d'année, par exemple, combien de parents achètent des livres non scolaires à leurs enfants? Combien de parents prennent la peine de lire même seulement un journal devant son enfant? Donc, je pense qu'il faudrait déjà voir ça. Il faudrait cultiver la lecture déjà à la maison, avant même que l'enfant n'aille découvrir la lecture à l'école. C'est là. À notre niveau, nous sommes conscients que beaucoup de parents ne le font pas. Alors, nous, on va vers eux dans les écoles et je vous assure, comme je vous l'ai dit précédemment, les enfants sont tellement intéressants. On est arrivé dans une école, dans un village à l'ouest, à Toket 2, je ne sais pas si vous connaissez, c'est après Bafoussam. Mais je vous assure que les enfants nous ont éblouis là-bas, que ce soit les textes qu'ils ont écrits. Ces textes-là n'avaient rien à envier à de la grande poésie. Ça veut dire que les enfants n'attendent que ça, que nous, les adultes, qu'on soit de à côté, qu'on leur propose des livres, qu'on leur donne des livres à lire. Ils n'attendent que ça. Donc, Acolyte fait sa part, mais on ne peut pas sauver les milliards d'enfants qu'il y a dans le monde. Alors, s'il vous plaît, chers parents à l'écoute, prenez la peine. Les vacances arrivent, achetez des livres à vos enfants. On va dire qu'il n'y a pas de bibliothèque au Cameroun, mais le peu de bibliothèques qui est là, combien d'enfants y sont inscrits? Inscrivez vos enfants dans les bibliothèques. Permettez que ceux-ci aillent dans des foires du livre. Permettez qu'ils choisissent des livres aussi. On va parler du numérique, on va dire que les enfants, oh, mais c'est nous-mêmes parents qui achetons des téléphones à nos enfants. C'est nous parents qui n'installons pas des livres numériques dans les téléphones ou les tablettes. C'est nous parents qui n'installons pas des livres audio. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avancer avec son temps. On ne va pas toujours rester sur le livre papier. De nos jours, il y a beaucoup de méthodes. Et si vos enfants aiment les appareils,
donnez-leur des livres numériques, instaurez des emplois de temps stricts de telle manière qu'ils sachent que de 15h à 17h, par exemple, c'est la lecture. Même si c'est la lecture numérique ou audio, c'est pas un souci, c'est toujours la lecture. Donc, c'est à nous de nous arrimer, nous les grandes personnes. Parce que Acolyte va faire sa part, ou le clic va faire sa part, mais franchement, on ne peut pas sauver tous les enfants. On n'a pas cette capacité humaine-là. Donc, c'est à nous vraiment de faire le nécessaire. Maintenant, concernant l'IA, je me souviens, je ne sais pas il y a combien d'années, quand le numérique commençait vraiment très, très fort, on avait peur, on se disait que le livre papier va disparaître. Mais nous voici encore des dizaines d'années plus tard, on a toujours notre livre papier. C'est la même chose. Ça va de soi qu'il y a le bon et l'ivraie. Il y a des gens, effectivement, qui utilisent l'IA pour écrire des livres. En tant qu'éditrice aussi, je rencontre beaucoup de livres dans ces cas. J'ai appris quand même certains outils dont je sais détecter un livre écrit par une IA. Donc, quand moi j'en reçois en demande d'édition, moi je rejette automatiquement. Maintenant, est-ce que les éditeurs, les autres sont conscients qu'il y a même des outils pour détecter les livres écrits avec une IA? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils prennent même la peine de s'informer? Je ne sais pas. Maintenant, si un éditeur décide d'éditer un livre écrit par une IA, c'est une façon d'encourager justement cet auteur-là. Parce qu'une fois qu'il va le faire une fois, l'auteur va repartir vers ChatGPT, va télécharger son livre là-bas, va revenir chez l'éditeur. L'éditeur lui verra que non, il a un bon client qui écrit beaucoup. Et pourtant, le gars a son couloir de ChatGPT. Donc, je pense qu'il faudrait déjà qu'on s'informe au maximum et qu'on s'entende sur ce qu'on même clairement avec cette affaire de IA. Est-ce qu'on ouvre la porte aux livres IA? Est-ce qu'on ferme les portes? Maintenant, si on décide de fermer les portes, il faudrait qu'on ait donc les méthodes qu'il faut pour fermer ces portes-là. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, l'IA, personnellement, ne me fait pas peur parce que j'ai dit il faut évoluer avec son temps, mais il faut être assez honnête pour reconnaître un travail fait par l'IA. Tout comme on fait des recherches sur Google, on trouve des informations sur Google, on en trouve aussi avec l'IA. Parce que l'IA a ceci que si tu ne vérifies pas, il va te pondre quelque chose que tu ne pourras même pas gérer. Moi, j'ai essayé avec mon nom. On m'a dit que j'étais congolaise de Kinshasa et tout ça là. Mais si quelqu'un ne me connaît pas personnellement, ne fait pas des recherches qu'il faut, il va dire que Pauline Ongonais est congolaise. Or, ce n'est pas le cas. Donc, moi, Exactement, exactement. Ce sont les oui, limites aussi de cet outil qui, en même temps, si on ne sait pas l'exploiter, ça devient plutôt très dangereux pour les utilisateurs. effectivement, la raison pour laquelle il faut se former assez pour pouvoir détecter ces textes-là et les rejeter formellement lorsqu'ils arrivent à la maison d'édition. Voilà un peu. D'accord. J'espère Olivier, qu'il y une aura. dernière question peut-être pour toi. Oui, j'ai suivi la réponse, ce que Pauline vient de dire. Et Pauline, bonsoir encore. Euh, Bonsoir, Olivier. très heureux de t'avoir sur notre plateau de 247 Story. Vraiment très édifiant, la culture du livre. Mais Merci. je rejoins encore au vu de ta réponse et de la question posée par mon copanéliste, c'est Pierrot. Euh, j'ai comme l'impression que l'IA n'est pas encore acceptée le, dans l'esprit du livre même pur. Je pense qu'on voudrait encore rester sur le livre proprement dit avec l'âme de l'auteur et les pensées de l'auteur. Vraiment, on reconnaît vraiment la touche de l'auteur. Mais avec l'IA qui est arrivée, certainement, on doit tous s'adapter à ce phénomène d'IA, mais savoir maintenant comment peut-être utiliser l'IA dans le domaine du livre. L'IA représente encore ici un combat parce que je t'ai entendu très bien dire que tu as des facultés à définir un livre d'un auteur qui a écrit tout son livre avec l'IA et c'est une facilité.
Mais bon, est-ce que cela ne représente pas aussi une catégorie? Ou bien, je voudrais dire, est-ce qu'on ne pourrait pas catégoriser les livres et introduire, par exemple, des livres qui ont été faits avec l'IA? Parce que je vais parler peut-être de mon domaine, par exemple. Moi, je fais dans les médias, je suis graphiste, infographiste de formation. Il y a des Mm. vidéos qui se montent déjà facilement avec l'IA et qui sont très inspirantes. Ça dépend de l'âme qu'on donne à la vidéo, du message on veut transmettre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen maintenant de pouvoir faire une sorte de conclave pour pouvoir accepter l'IA dans le domaine du livre? Et bon, voilà un peu ma préoccupation. Mm. Bon, j'ai envie de te demander, on peut se tutoyer, non? Ça ne dérange pas. Oui, Bien sûr, oui, oui, non, non, ça on se va. tutoie tous. Ok. J'ai envie de te demander, il y avait quoi avant, comme quelqu'un a dit. Dernièrement, j'ai dit à des auteurs, si vous sentez que vous n'êtes pas auteur, n'écrivez pas. Ça, c'est la logique. Ça Mhm, veut dire à un footballeur de prendre un robot, d'aller courir à sa place ou sur le terrain parce que lui, il est fatigué ou parce qu'il n'est pas inspiré pour jouer. C'est la même chose. Quand on est auteur et on écrit vraiment, c'est différent du graphisme. Moi, je mhm, fais des vidéos, je fais des visuels avec l'IA. Moi, j'en fais dans le cadre de la mhm, communication. mhm. Mais ne demandez pas à un auteur. Bon, dans ce cas, il va se dire auteur sur quelle base? Sur la base d'avoir tapé juste dans un prompt, écris-moi un livre sur telle chose, et puis ça sort, et puis il est auteur. Non, tout. Et il faut En voir fait, la pour toi, question de. la créativité pour toi, Monique, pardon, Pauline, pour toi, la créativité devrait rester uniquement du fait de l'esprit même de son auteur. Ça, c'est De mon l'humain, de avis. son auteur. Oui, de l'humain. Oui, Mhm. oui, de l'humain, effectivement. Maintenant, il y a des IA comme Antidote qui peuvent faire la relecture. C'est différent. C'est-à-dire que tu écris ton livre, Oui. tu mets, et même jusque-là, Antidote, beaucoup de failles, hein. Même jusque-là, Ce ne sera pas il une y a lecture beaucoup de parfaite. failles. Et effectivement, parce Oui, qu'aujourd'hui encore, comme l'IA Sepiro ne, disait que ne. le... Non, non, je te laisse finir, je te laisse finir. OK. On y va, Pauline. Aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, l'IA a des soucis avec le contexte africain. Si vous décidez d'écrire, il mangeait le bobolo. C'est que c'est que le bobolo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le bâton de manioc. Lui, quand il va Oui. écrire là-bas, c'est-à-dire si tu mets dans un logiciel de traduction IA, il va te pondre quelque chose d'incroyable. Il va te pondre quelque chose d'incroyable. Si déjà même les humains, j'ai vu dans un livre où c'était écrit bobolo, on a traduit par cassava sticks, juste dans le bâton de ma cassava sticks. Ce n'est pas Et vraiment la pourtant même chose. parce que quand on fait la traduction, ces mots-là, ils restent comme ça. Ils restent intacts. Ils restent bobolo. C'est comme ça. Donc, à plus forte raison, une IA, comment une IA va vous traduire, va vous traduire ça? Il faut toujours qu'il y ait la main humaine. C'est la raison pour laquelle chez Acolyte, que ce soit la relecture ou la traduction, on prévient nos gens et on dit que nous travaillons de manière manuelle, c'est-à-dire qu'avec notre cerveau et nos mains. C'est pour ça que le délai, lui, il est toujours conséquent. On prend notre temps pour apporter un bon travail. C'est comme ça. L'IA n'est pas une mauvaise chose comme il faut être assez honnête. Si tu n'as pas l'âme d'un écrivain, n'écris pas. Ou alors prends un ghostwriting qui va écrire pour toi, tout simplement. Mais Voilà, ne te dis pas auteur. voilà qui est dit en tout cas. Voilà, tout à fait. On n'est pas auteur avec l'IA. On n'est pas auteur avec l'IA. Pauline, j'ai envie de te dire merci pour ta disponibilité. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation pour ce soir et tu es la bienvenue quand tu veux pour un autre sujet. D'accord, merci et à la prochaine. On se dit à la prochaine. Merci à Sepiro et à Olivier aussi. Il a dit Charito également. Il a dit aujourd'hui, il écoute d'abord, mais il a beaucoup à dire souvent. D'accord. Ah, Il est d'accord. quand même à l'affût. On va se Ah, dire à d'accord. très Il m'a bientôt. épargné Merci, aujourd'hui. mesdames et messieurs. Voilà, Ok, à allez. très bientôt. À très bientôt, Pauline. On se dit, et mesdames et messieurs, qu'on continue naturellement avec notre second sujet du jour. On va enchaîner, on va pas se reposer aujourd'hui. Donc, je vous le disais aussi à l'entame de cette émission, il y a pas mal de sujets sur lesquels on doit s'attarder et notamment celui de la foi. Le pape
Léon XIV est en Afrique depuis quelques jours, eh bien, il fait le tour de plusieurs pays et il s'est arrêté au Cameroun. Entre donc la foi et l'implication politique, qu'est-ce qu'on peut retenir du dernier voyage du souverain pontife en terre africaine? C'est la grande question que l'on se pose ce soir et j'ai envie de commencer avec Olivier. Olivier, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut retenir du passage du pape? Bien, merci CWK de la question. Ça a été un fait marquant. Un pape, quand il se déplace pour visiter un pays, quand on connaît le degré, la hauteur de la personne, on se dit forcément qu'il y a beaucoup de, 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 de dessous. Ce n'est pas seulement une histoire de foi, mais parce que le pape aussi, c'est un homme politique avant tout. Même comme dans sa mission régalienne, c'est le prêche, l'évangile, le partage de la foi, mais il y a des choses que nous, on peut ignorer et qui sont des, des relations entre des États parce qu'on sait que le Vatican, c'est un État. C'est un État qui a à sa tête le souverain Le pontife, souverain pontife. le pape, oui, qui est à la tête de plus de 2 milliards de fidèles. À travers le monde. C'est pas anodin. Voilà, à travers le monde. Ça veut dire que c'est une force non négligeable. Alors, le pape qui arrive en terre africaine, parce que je pense qu'il a commencé en Algérie, après Cameroun, après Angola, après il a terminé son périple en Guinée équatoriale. Et pour nous dire, même si ça n'a pas été officiel, mais vu ses déplacements au Cameroun, parce que je parle en particulier pour le Cameroun, vu son déplacement, Oui. ses déplacements au Cameroun, ses rencontres avec les personnalités, avec le clergé ici au Cameroun, et puis la visite à Bamenda et puis à Douala, c'est un fait marquant en fait. Parce que un pape qui arrive avec ses fidèles-là, parce qu'on sait déjà d'abord que les Africains, avec la croyance qui a été apportée ici, sont plus que croyants déjà. Ils ont même déjà dépassé le niveau de ceux qui avaient même ceux qui venaient évangéliser. Maintenant, je pense que ici, le pape est dans une nouvelle donne. Parce qu'il a compris que lorsqu'on compare, on fait la comparaison de la chrétienté, la foi chrétienne occidentale et puis la foi chrétienne au niveau de l'Afrique, les Africains ont carrément déjà pris de la hauteur. Et ce n'est plus une force non négligeable, alors il faudra faire avec les Africains. Si bien même peut-être on aura un premier pape africain, qui sait. Bon, ça c'est le choix de tous Bon, les Africains. avant de nous éloigner beaucoup du sujet, hein, Olivier, j'ai Oui. envie de poser une question beaucoup plus factuelle. Et Mhm. peut-être qu'il pense Oui. qu'il fait la langue politique. Alors, est-ce que le pape est venu au Cameroun pour légitimer le fait que Paul Biya ait été élu en octobre dernier? Parce que depuis son élection, on a vu, il n'a pas fait de visite de voyage officiel et il n'a pas non plus été il n'a pas été visité par un autre chef de l'État. Donc, la question légitime que l'on se pose, c'est le pape en tant que, en même temps, responsable religieux et responsable politique, est-ce qu'il est venu pour légitimer ce pouvoir-là? Légitimer le pouvoir, ce n'est pas le mot ce n'est pas l'expression qu'il faudrait employer parce que le pouvoir, il est déjà légitime parce que le RDPC a gagné haut la main et Paul Biya est de facto reconduit président de la République du Cameroun. Ça, c'est un fait non négociable. Alors, le pape est arrivé au Cameroun certainement
Parce qu'il y a, vous voyez déjà d'abord les crises qui minent le Cameroun. Il faudrait que ça cesse parce que nos frères ont déjà beaucoup souffert. Je pense qu'il est allé à Bamenda pour apporter la bonne nouvelle, la nouvelle de paix, demander aux protagonistes de pouvoir faire la paix, déposer les armes et de pouvoir revenir à des meilleurs sentiments, revenir à la table des pourparlers pour pouvoir continuer à bâtir ce Cameroun qui est fort, qui résonne fort dans le monde entier. Alors, je pense que c'est ça la mission du pape, parce que son voyage à Bamenda n'était pas anodin. Il est allé prêcher la bonne nouvelle, comme c'est sa mission, et puis ramener les uns et les autres, apaiser le cœur des uns et des autres. Vous avez vu la foule immense qui a été à Bamenda. Il y a eu, la fin des exactions, il n'y a pas eu de menaces, il n'y a rien eu comme les Ouais. séparatistes, je vais dire ça entre guillemets, comme ça, n'ont pas tenté. On Avant de décidé passer de la faire. parole à Ticharito, qui n'a pas parlé Oui. depuis Olivier, mais juste après le départ du pape, les hostilités ont recommencé. Il y a eu directement une tuerie juste après le départ du pape. Vous savez, c'est une entente. C'est une entente. On ne va pas dire que les uns et les autres n'ont pas suivi, mais je pense que c'est de bonnes, c'est une première mesure. Il faut déjà tenter de placer un dialogue pour que les uns et les autres reviennent. Je pense que les choses vont se faire, elles vont s'arranger d'ici peu de temps et qu'on en parlera de cette crise qui secoue notre pays au passé. Donc, je pense que ça, c'était la mission du pape, l'avenir, revenir, réchauffer les cœurs et apporter le message de paix dont le Cameroun en a besoin. Ticharito, il y a longtemps, tu n'as pas pris la parole et peut-être je m'en excuse, hein. Alors, c'est peut-être toi qui aurais dû ouvrir, vu que tu n'as pas posé des questions à notre invité précédemment. J'ai envie de savoir, est-ce que également tu trouves que le voyage du pape en terre africaine et principalement au Cameroun, ça a été une réussite pour le Cameroun? Ah, merci, Sylvain. Quand tu dis une réussite pour le Cameroun, moi, j'aimerais peut-être que tu précises la question. Parce que pour le Cameroun, de Est-ce qui qu'on tu est en parles? droit de se dire que c'était un succès sur le plan de ce qu'on a vu à la télé, mais qu'est-ce que l'on gagne clairement derrière cette visite-là? Bon, si tu parles en termes de visibilité pour le Cameroun, j'ai envie de te dire que, en principe, ça devrait être une visibilité pour le Cameroun. Mais maintenant, est-ce que cela va se traduire dans les faits? Il n'y a que l'avenir qui nous dira. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu un couac, par exemple, avec la retransmission du discours du pape au Palais de l'Unité. Depuis le Et palais de l'Unité. exactement. Et cela, par la suite, a débouché sur une guéguerre entre la CATV qui accusait Camtel et Camtel qui lui a répondu en lui disant que non, il n'y a eu Eh oui. Je aucune t'écoute, Ticharito, défaillance. c'est bon, on t'écoute. Oui, c'est bon, tu m'écoutes? Oui, là, on t'écoute maintenant. Oui, je disais que il y a eu une petite guéguerre entre la CATV et Camtel, où le DG de la CATV accusait Camtel pour cette interruption et la réponse de la DG de Camtel de répondre en disant que non, Camtel n'a eu aucun problème, n'a eu aucune défaillance de matériel. Donc, il y a quand même eu un couac à ce niveau. On a quand même vu que le MINDU s'est mobilisé pour rendre les routes un peu propres et praticables. Donc, on espère que les populations vont pouvoir bénéficier de ces infrastructures-là sur le long terme, sur la durée. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de manière. J'ai envie de dire que c'était une bonne visite de manière générale, hein. C'était une visite plutôt la bienvenue, plutôt pour, j'ai envie de dire, pour le parti dominant, pour Olivier et ses compères. Parce que n'oublions pas que ils ont fait une diversion. Nous sortions d'une séquence de modification de la Constitution. Et grâce à cette visite papale, vous avez vu, ça a mis une certaine trêve dans le débat à ce niveau. Et on est rapidement passé à autre chose. Et n'oubliez pas également que le thème Oui. de campagne du RDPC, c'était l'espérance. Et le pape
en tant que voilà, représentant, on va dire comme ça, de l'Église catholique, est venu également avec le thème de l'espoir. Et si je peux m'aligner sur les mots, sur le thème de l'espérance. Donc, on a vu des Camerounais en train de se coucher par terre, faire, voilà, être dans l'espérance, j'ai envie de dire, On a vu alors des que, Camerounais embrasser la chaise sur laquelle le pape était passé. Il y a une jeune fille qui a pleuré en disant que si le pape, elle touchait seulement la tunique du pape, elle était certaine de trouver le travail. Et comme voilà. par hasard, quelques temps après, elle a trouvé le travail, justement. Bon, je n'ai pas voulu rentrer explicitement dans cette anecdote-là, mais tu fais bien de préciser cela. Donc, j'ai envie de dire qu'une fois que nous sommes rentrés dans ce couloir d'espérance, vous avez vu Olivier vous dire que les choses vont se faire. Et j'aimerais savoir de quelles choses il parlait, parce qu'il nous a dit comme ça de manière générale, les choses vont se mettre en place. Mais lesquelles choses? N'oublions pas que euh, quand il parle du déplacement du pape dans la région du nord-ouest, à Bamenda, il oublie de préciser que son champion, qui d'après lui a gagné les élections haut la main, n'a pas mis pied dans cette partie du pays depuis 2016, date à laquelle la contestation a commencé, et que son champion a organisé un grand dialogue en 2019, grand dialogue auquel lui-même il n'a pas participé. Donc honnêtement, pour l'espérance, comme je l'ai dit, ok, nous sommes d'accord, mais dans les faits, de manière concrète, qu'est-ce que la visite papale va apporter aux Camerounais? Pour le moment, je ne vois pas ce qu'elle pourra apporter. Peut-être que dans le futur me démentira. Voilà ce que je peux dire Alors, on d'emblée parle sur pour cette question. certaines personnes, hein, pour certaines langues un peu fourchues, on évoque le chiffre de 50 milliards qui aura été potentiellement déboursé pour la venue papale. Et même encore, on parle de cette affaire d'or. Il fallait beaucoup d'or pour recevoir le pape. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que c'est Bon, une dépense qui peut être justifiée? Est-ce que ça valait le coup? comme tu l'as dit, le montant de 50 milliards, c'est un peu aérien. Nous n'avons pas de preuves là-dessus. C'est des spéculations. Par contre, nous avons tous vu un document circuler pour sur le montant de 1,5 kg d'or. Bon, à ce niveau, j'estime quand même que c'est énormément d'argent. Vous vous souvenez que même ici, nous avons débattu de la question de l'or au Cameroun, où pendant que... Et on disait que sur plusieurs mois, on aurait pu avoir qu'un kilo d'or dans tout le pays. Et si c'est tout cet exactement, or qu'on allait justement donner au pape, il y a des questions qui peuvent se poser. exactement. Surtout que quand tu disais, on a parlé de quelques kilos, je crois que c'était dans les 1 kilo ou 10 kilos, je ne me rappelle plus trop le chiffre, alors qu'un de nos clients avait déclaré plus d'une tonne d'or que nous avons écoulé. D'une tonne, oui, oui. Dubaï, Il je avait pense, déclaré un des plus d'une pays tonne émiratis. d'or, plus d'une tonne, exactement. Si je ne me trompe pas, c'était même jusqu'à 22 tonnes, si je me trompe, mais je ne me rappelle plus exactement de la quantité, mais il avait déclaré plus d'une tonne d'or seulement pour un seul partenaire, alors que de manière générale, Oui. on avait déclaré quelques kilos d'or. Donc, tout ça pour dire que nous sommes dans un pays où nous avons des ressources, nous avons les moyens, pendant que nous nous attendions à ce que les amis d'Olivier développent le pays et nous sortent de la misère, ils préfèrent dilapider comme ça notre richesse dans des choses, honnêtement, la visite papale très bien, mais pas besoin de donner jusqu'à 1,5 kg d'or. Je pense qu'on aurait pu faire autrement avec cet argent-là. D'accord. C'est Pierrot, 3 jours de visite et on a l'impression que après le pape Jean-Paul II, après le pape Benoît XVI, maintenant le pape Léon XIV, est-ce que le Cameroun est une terre bénie par les papes? CWK, moi, je ne sais pas comment je vais aborder ta question. Terre bénie par les papes, je dirais non, mais terre qui attire les papes, je dirais oui. Je dirais oui, parce que le Cameroun est une terre qui attire beaucoup des hommes je vais dire de plusieurs confessions. Je vais prendre peut-être, je ne sais pas comment on l'appelle, le représentant de l'ordre de Malte qui est là régulièrement.
le pape qui Oui. est là, on sait que tout est très, je ne sais pas si dans tous les pays du monde ça se fait, où l'État va financer le départ des musulmans pratiquants à la Mecque. Bon, je pense que le Cameroun, c'est un terre qui attire beaucoup les religieux. Lorsqu'on sait que la religion, c'est l'opium du peuple, bon, on doit se poser beaucoup de questions par rapport à l'avenir de tout Est-ce ça. qu'on développe un pays, est-ce qu'on développe un pays par la religion? Non, on développe un pays en travaillant, en créant des opportunités pour le peuple, pas en demandant à ce peuple de se mettre à genoux et d'écouter un homme qui vous dit priez pour vos dirigeants quand ces dirigeants ne font rien. Je ne pense pas qu'avec cette façon de penser, de parler, on développe un pays, puisque je n'ai pas entendu un seul instant pendant l'homélie du pape. Il a parlé à la jeunesse. La jeunesse d'espérer, de croire, de ne pas baisser les bras, de s'impliquer. Mais de s'impliquer en faisant comment? Je pense que le pape est l'homme des hommes le plus informé au monde. L'Église catholique, elle a des représentants partout. Des hommes vont là-bas faire des Surtout que les confessions. représentants en question, on leur fait des confessions. Des confessions chez eux, donc ils savent ce qui se passe. Je ne pense pas que le pape arrive dans un pays où il ignore les réalités du pays. Moi, je vais répondre un peu à Olivier qui parle tout à l'heure de les choses vont changer. Mais Olivier, moi, je pense que en politique, on étudie d'abord les faits, ce qui est dit avant de chercher les non-dits. Quand le pape va dans la zone anglophone, je pense qu'on nous dit 36 minutes. Et pendant ces 36 minutes, s'il était venu pour la paix, il aurait au moins appelé, même s'il ne pouvait pas discuter sur il aurait pu dire aux sionistes, retrouvons-nous à Yaoundé pour aller vers une médiatisation, vers jouer les médiateurs entre vous. Mais il ne l'a pas fait. Il a fait ces 36 minutes, il a prêché, puis il est rentré dans son avion, il est parti. Et avant, pour ceux qui sont connectés sur certains comptes sur Twitter, tous annonçaient que les sionistes ont dit qu'ils vont laisser. Ce jour-là, ils ne vont pas faire de troubles. Tant que ceux des populations qui vivent dans leur zone-là puissent aller profiter de l'homélie du pape. Donc, ils ont dit, OK, on voulait une journée, une trêve d'une journée. Puisque dès qu'il est parti, les sociétés ont repris. Donc, je ne pense pas que le pape soit venu pour une quelconque mission de paix, d'apaisement, du climat social. La preuve, il n'a pas parlé de la crise anglophone, il n'a pas parlé des prisonniers politiques, on sort de l'élection qui a eu crise, des morts. Il n'a pas fait état de cela. Donc, venir même dire que le pape a essayé de parler au gouvernement et il a crypté, je pense que c'est lui qui a accordé un très grande place à son discours. Puisque qu'est-ce qu'il a dit que nos opposants n'est pas dit au Cameroun ou qu'est-ce que nous m'ayons dit ici? Je ne pense pas qu'il ait sorti une formule très forte qui doit accrocher au point où le gouvernement tremble. Non, je ne pense pas. Peut-être les catholiques Alors, auraient écouté, je sais pas, auraient réagi, mais je ne pense pas qu'il ait sorti quelque chose de spécial. d'accord. Oui, Il y a un petit truc spécial quand même qui a eu lieu pendant cette visite, surtout quand le pape était à Yaoundé. Et c'est le père Étienne Bakaba qui faisait bien de le souligner encore. On a vu il a soulevé l'évangéliaire, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y avait des dessins dessus. Ce sont des dessins qui ont été réalisés par le feu révérend père Angèle Benvin, qui est d'ailleurs jésuite lui-même comme le pape Léon XIV. Et grande a été la surprise de tout le monde. Fait, il n'a pas évoqué tous ces hommes religieux qui sont constamment assassinés au Cameroun et dont on n'a jamais élucidé les différents meurtres, que ce soit Monseigneur Mbala, que ce soit le père Angèle Benvin. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé, mais est-ce que le pape n'aurait pas n'aurait pas pu se servir justement de cette occasion, de cette visite et pouvoir jeter un pavé dans la mare pour rappeler que quelque part, on refusait d'ouvrir vraiment l'enquête et peut-être de faire jaillir la vérité, CPO. CW, CWK, moi, comme je l'ai dit, le pape, au-delà d'être un homme de religion, un homme de foi, celui qui prêche la foi pour les catholiques, les berger, je pense que c'est aussi un diplomate. Et je pense que lorsqu'un diplomate va devant un plateau ou devant des micros s'agresser, parler, il a un script. Et je pense que ce script-là fait l'objet d'une... on se le partage, on ne dit pas tout en public. Donc, il sait vraiment, lorsqu'il soulève ça, il aurait pu dire, il sait que ce monsieur a été assassiné, le père Angèle Benvin a été assassiné et que qu'aujourd'hui, on a vent de ce qui s'est passé. Il sait qu'il est dans un pays où les
les hommes de foi sont régulièrement assassinés, ou des sœurs sont tuées, des journalistes, des hommes politiques disparaissent. Il sait pertinemment, mais comme je dis, qu'est-ce qu'il a, c'est pas le deal au départ? Ça, on ne le saura jamais. Vous ne parlez pas de ça et on vous laisse venir parler à vos oies au Cameroun. Puisque, faut pas se mentir, les églises sont en train de se vider. En Occident, déjà, ça se vide. Pour ceux qui sont de l'autre côté, ils savent que les églises, bon, combien de Français vont à l'église le dimanche? Les églises sont devenues comme des petits musées où on va se faire des visites, mais dire que les gens, ils vont pour prier. En fait, tout l'espoir repose en Afrique. Et au Cameroun, on sait que l'Église catholique je pense, la première en matière de personnes, de croyants. Donc, je pense que il vient par ce discours-là, c'est une entente dès le départ. On dit, bon, voilà, tu viens chez nous, voilà, tu veux éviter de parler de telles choses pour ne pas raviver un certain C'est un sentiment plaid. chez les Camerounais. Mhm. Oui, c'est une plaie. Donc, je pense que c'est fait à dessein, le fait qu'il n'ait pas fait mention de ça. C'est fait à dessein. Et ce n'est pas une hypocrisie de la part de l'Église catholique, une fois encore, parce qu'on reproche déjà beaucoup se fait à l'Église catholique Mais, ne mais pas parler de ce qui blesse. c'est excuse-moi, la question que tu as posée à Sepiro, j'ai l'impression que tu me l'as, parce que c'est quelque chose que j'avais noté sur mon papier sur lequel je voulais revenir. Oui, Parmi toutes ces personnes citées, n'oublions pas les sœurs de Djoum également et plusieurs Oui. autres, que ce soit hommes de Dieu et femmes d'église qui sont décédés. qui ont, Et qui la ont été, question que oui. tu, et la question Et que tu poses est, de mon point de vue, hautement pertinente. Parce qu'on se pose la question, comment un dirigeant, un chef d'État comme c'est Pirodi, dans lequel énormément de ses serviteurs sont décédés, où les enquêtes, on n'a jamais eu comment il avait dit N'ont ça? jamais été élucidés. Le bout du N'ont tunnel, jamais on n'a été jamais élucidés. su ce qui s'est passé. Il continue à se succéder sur cette terre. On est déjà à la quatrième visite papale. Donc, je suis également étonné, exactement comme toi. Je me pose même énormément de questions. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu as demandé quel était le bien fondé ou bien qu'est-ce qu'on retient de cette visite, je t'ai dit que j'espère que l'avenir me dira, parce que là, à l'instant T, je ne vois pas quel a été le bien fondé d'une telle visite. En tout cas, la visite du pape, elle continuera de faire des émules et on n'est pas prêt. On n'est pas prêt de se lasser de tout ce qui se passe actuellement quand on parle de la visite de Léon XIV. Léon XIV qui, je le rappelle encore pour ceux qui ne le savent pas, était encore hier du côté de la Guinée équatoriale. Voilà. Et je dirais donc à tous les chrétiens catholiques, en tout cas, que leur père est là et qu'il faudrait peut-être le temps de cette visite-là être un peu plus constant dans les prises de décision. On sait que beaucoup de chrétiens, beaucoup de Camerounais sont généralement des adeptes de ce qui se passe du côté de l'Église catholique, sont la plupart du temps des adeptes de la corruption. C'est le moment de pouvoir revenir à de bons sentiments. Mesdames et messieurs, avec votre permission et la permission de ceux qui nous écoutent également, on a fait un peu plus d'une heure de temps déjà que l'on échange et on va parler d'autre chose. C'est le dernier sujet de cette soirée. Vous le savez sans doute, la politique, c'est tous les jours. Et quand on vient de parler d'actualité, on ne peut qu'enchaîner sur la politique. Le changement au Cameroun, c'est la question que beaucoup de monde se pose. On se demande justement, est-ce que le fait de changer du président, de changer le président du Sénat, est-ce que le fait de changer le président de l'Assemblée nationale, ce jeu de chaises musicales qui a eu lieu entre le Nord et le Grand Nord et l'Ouest, est-ce que ce petit jeu peut faire bouger les lignes? C'est un peu ce qui nous a inspiré le second sujet d'homme politique de ce soir, le changement au Cameroun. Est-ce qu'il passera forcément par cette mutation des différents hommes qui sont à la classe dirigeante? C'est la grande question que l'on se pose et j'ai envie de dire avec vous, mesdames et messieurs, que c'est celle à laquelle nos différents panélistes aussi vont essayer de répondre. Et la première personne qui avait d'abord la parole tout à l'heure, c'est Ticharito, et il va la garder. Ticharito, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que changer actuellement, comme on le voit, ça peut faire bouger les lignes? Merci Cédric pour la question. Bon, honnêtement, tu as cité les différentes chaises qui ont bougé. Et pour te répondre de manière péremptoire sur ces deux premières chaises, je te dirais non. On voit que ça n'a absolument rien changé. Pourquoi? Tout simplement parce que la principale chaise qui doit bouger,
c'est la chaise présidentielle. C'est elle la Hum. principale qui doit bouger parce que une fois que cette chaise-là va bouger, je pense que le futur ou bien le prochain président démocratiquement élu, parce que si on revient sur ce que nous avons débattu il y a 2 semaines, c'est-à-dire qu'on a un vice-président nommé par le président actuel qui par la suite continue jusqu'à la fin du mandat, ainsi de suite, vous voyez que là, on reste dans la continuité d'un système. On aura changé la personne à la tête de l'État, mais le système va continuer. Ce qu'il faut, de mon point de vue, c'est une rupture avec le système actuel. Il faut un nouvel homme, quelqu'un d'autre qui est un peu, comme je qualifierais, entre guillemets, anti-système. Ça ne veut pas dire que quand cette personne-là viendra au pouvoir, le Cameroun du jour au lendemain va changer. Non. Mais cette personne-là pourra impulser le changement. J'aime toujours Quelque chose de différent. quelque chose de différent. J'aime toujours quand je prends ça me référer au Rwanda. Quand Paul Kagame prend le pouvoir, le pays est un peu en lambeaux, divisé et séparé. Et il prend plus de 20, 25 ans pour impulser. Et c'est aujourd'hui que tout le monde voit le fruit du travail de Paul Kagame mené il y a plusieurs années. Donc, j'attire toute l'attention, même quand je fais les débats avec des amis, j'attire toute l'attention en leur disant un nouvel homme fort qui viendra, qui sera anti-système, ne pourra pas du jour au lendemain changer le Cameroun. Mais grâce à lui, il pourra au moins impulser des marques de changement qui pourront se voir dans les années futures. Donc, ce n'est pas le changement comment je vais dire ça, du président. Comme vous l'avez vu, on a changé le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, et ces deux-là viennent de nous faire passer, j'ai envie de dire, la pire constitution que nous n'ayons jamais vue. C'est-à-dire que Bon, sous peut-être leur on va se magistère, demander s'ils n'ont pas été changés pour ça, parce qu'en même temps, quand on dit changement, c'est toujours ils sont toujours du même parti au pouvoir. Donc, ça ne peut pas être grand-chose. Mais il y a aussi un petit jeu quand même qui serait bon à noter, surtout du côté de Théodore Dato au niveau du nouveau président de l'Assemblée nationale. Il a fait un remaniement carrément de toute l'institution, parce qu'on voit au fur et à mesure tous les hommes qui étaient là avant, on a détecté actuellement, pour ce qui est des informations officielles, un peu plus de 154 salaires fictifs qui étaient au niveau du cabinet du président de l'Assemblée nationale, du dernier président de l'Assemblée nationale. C'est déjà, en fait, même si ça a l'air de ne pas bouger, on a l'impression que c'est avec ce genre de mouvement que peut-être le pays va bouger. Alors, la question à toi aussi, Olivier, est-ce que quelque part, le fait que ce soit toujours le RDPC aux manettes, de tous les différents changements, est-ce qu'on peut espérer mieux? Est-ce que le RDPC peut encore créer quelque chose? Merci CWK pour la parole donnée. Je dirais ici que le Cameroun se trouve sur la bonne voie avec la politique impulsée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. J'ai entendu d'aucuns dire qu'il faudrait un nouvel homme pour briser un anti-système, pour pouvoir impulser un nouveau souffle au Cameroun. J'aimerais dire que cette personne ne comprend pas réellement la politique menée par le président Paul Biya. Et puis, les problèmes vraiment structurels du Cameroun, et puis un peu tout cela. Mais je dirais ici que nous sommes dans la continuité et d'ici le cap fixé par le président de la République pour l'horizon 2035, ça sera de voir un Cameroun vraiment émergent, un Cameroun nouveau, un Cameroun qui aura travaillé dès la base pour pouvoir forger une nation très forte. Le Rwanda, c'est le Rwanda. Est-ce qu'une Le nation Cameroun, c'est forte le ne Rwanda. passe pas surtout par des institutions fortes, Olivier? Parce que pour le moment, on a l'impression que les institutions au Cameroun, elles vacillent. Vaciller dans quel sens? Les institutions sont debout. Le Cameroun est debout. Oui, Le mais Cameroun n'a jamais peut-être changé. là, on parle de ça, c'est Aucunement. un peu au niveau des élections, mais on voit une constitution qui est décriée par l'opposition, une constitution qui passe en 3 jours, pratiquement en moins de 2 semaines, la constitution a été modifiée. Est-ce que ce n'est pas aussi le signe que les institutions Ce que je ne vais sont pas poser, indépendantes? oui, ce que je vais poser comme question, c'est est-ce que cette
constitution n'est pas légale? Est-ce qu'elle ne respecte pas déjà ce qui est écrit dans la constitution qui a été modifiée aujourd'hui? Tous ces termes sont écrits. Le poste de vice-président a toujours existé. Et le président de la République a toujours eu cette prérogative. S'il te plaît, le président de la République a toujours eu cette prérogative. Il y a déjà eu par le passé un poste de vice-président. Il dit le poste de vice-président a toujours existé. Ne viens pas ici avec ça n'existait pas le passé, mais pas toujours. Mais il n'a pas été dit que la Constitution évolue. La Constitution évolue. Et c'est dans les prérogatives du président de la République de pouvoir proposer une loi aujourd'hui qui lui permette de nommer le vice-président. Ce n'est pas anticonstitutionnel. C'est juste que si l'opposition avait réussi à avoir la majorité, alors ça serait bloqué à l'Assemblée nationale. Mais comme l'opposition n'a pas de majorité, l'opposition n'est même pas représentée parce que l'opposition n'a pas de base solide. Je pense que avant de passer la parole à Ticharito encore et de revenir, je sais que c'est aura forcément beaucoup à dire. Olivier, je te relance seulement. Je te relance seulement. Oui. Ce n'est pas pour tirer sur l'opposition. C'est juste pour dire, est-ce que ce n'est pas aussi le jeu malsain, entre guillemets, que jouerait le parti au pouvoir, surtout en bloquant un peu les élections? On a empêché les législatives qui devaient se tenir avant même sur le passage forcé, entre guillemets, de cette constitution-là, de cette réforme constitutionnelle, pardon. Est-ce que ce n'est pas un jeu qui est un peu le jeu du gouvernement de pouvoir maîtriser le calendrier éditorial pour pouvoir faire quelque chose de différent? C'est le président de la République qui détient le calendrier électoral. Alors, il a un parti. Je ne vais pas venir faire les faveurs à... Est-ce que c'est à lui, justement, de faire ce genre de choses? Mais est-ce que ce qu'il a fait n'est pas légal? C'est légal. C'est légal. On t'écoute, Ticharito. On n'a pas prorogé le mandat du RDPC seulement. On va écouter Ticharito avant de revenir sur CPO. Non, je voulais dire qu'on est vraiment chez des fous. Hein. Je suis désolé de dire ça comme ça. Voilà un monsieur qui prend la parole. Il vous explique que on va parler d'un Cameroun nouveau. Il ne nous dit pas en quoi. Il dit qu'on aura un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Il ne nous explique pas comment. Et après, il nous dit que nous sommes dans un pays démocratique. Le président de la République, il est aussi président d'un parti politique. Et donc, il détient le calendrier électoral pour son parti politique. Vous pensez que quelqu'un qui nous explique quelque chose comme ça, c'est vraiment une personne qui est même dans la prospective d'un pays émergent? Est-ce qu'il comprend même l'expression émergent? Un pays émergent, c'est-à-dire que le président de la République ne gouverne pas le Cameroun pour son parti. Il dirige le Cameroun pour les Camerounais, dans l'intérêt général, l'intérêt de tous, y compris de ses militants et y compris de ses opposants. C'est comme ça que nous voyons le Cameroun, cher monsieur. Nous ne voyons pas le Cameroun dans le prisme où le Cameroun, une fois que je suis élu président, je gouverne pour mes militants. Ça, ce n'est que chez les, excusez-moi l'expression, mais ça, c'est sauf chez les dingos comme vous qu'on a ce genre d'expression-là. Tu as d'abord tenté de nous expliquer ici que le poste de vice-président a toujours existé. C'est factuellement faux. Ça n'a pas toujours existé. Et aujourd'hui, tu viens maintenant te taguer d'une constitution qui dit que le président est élu, bien élu ou mal élu, ce n'est pas la question, mais il est élu. Il est venu devant les Camerounais. Les Camerounais lui ont donné mandat de faire quelque chose. Tu nous expliques aujourd'hui, en 2026, qu'il est capable de récupérer le mandat qu'on lui a confié et de confier cela à quelqu'un que les Camerounais ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Est-ce que ce que tu dis a un sens? Est-ce que parfois, même quand vous réfléchissez, vous, au sein de votre parti, pour faire même des propositions, vous pensez à l'avenir des Camerounais? Est-ce que vous pensez même à vos enfants, même à la base? On a l'impression que vous pensez seulement à vous-même. Est-ce qu'après vous, l'horizon que vous avez fixé en 2035, si on n'atteint pas cet horizon-là, le Cameroun va disparaître, cher frère.
Est-ce que vous ne pensez pas que Ok, après ça, le Cameroun va continuer? Donc, quand vous, parfois, même quand vous, même, j'ai déjà envie de dire que même quand vous venez pour défendre votre parti, pensez quand même à l'intérêt général. À un moment donné, nous en avons marre de ces manières de réfléchir. Comment tu peux venir ici et te taguer que le président de la République est en même temps président de ton parti et que c'est lui qui détient le calendrier électoral? Est-ce que c'est un sens? Prends n'importe quel alors, parti. Non, non, directement, ne me peut-être, coupe pas. Non, on ne va me coupe peut-être pas. passer la Non, parole oui, je vais passer la à parole. Ne me Sepiro. coupe pas. Je vais passer la parole. Il Non, non, faut que, je sais que il tu faut en que, as sur le cœur. non, non, il faut qu'il passe mon message à Olivier parce que il ne faut pas oublier que Pas qu'à Olivier, c'est non, aussi non, les c'est à lui auditeurs, parce que c'est non, non, aussi après, c'est un parti politique qui non, signale. après, il va relayer le message à ses patrons. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un groupe WhatsApp où nous discutons, nous échangeons. Il y a des collègues dans le groupe qui font 3 jours sans lumière, qui font des semaines sans eau. Et Olivier nous dit que non, chez lui, il a l'eau, il a l'électricité. Et donc, moi, je pensais que cette manière de réfléchir se limitait seulement à l'intérêt général dans nos groupes. Mais je vois que c'est quelque chose qui est même plus ancré. Ils réfléchissent comme ça de manière générale, même pour l'avenir du pays. C'est-à-dire que tant qu'eux, ils profitent des bienfaits du Cameroun, le Cameroun est un beau pays. Mais ils n'en ont rien à foutre des autres. Monsieur, tout ce que nous vous demandons, si vous voulez rester là-bas même 200 ans, mais pensez à l'intérêt général. Je ne sais pas si c'est trop demandé de dire ça, mais pensez à l'intérêt général. Votre constitution est mal faite parce que vous prenez le pouvoir qu'on vous a donné dans une élection et vous remettez à quelqu'un qui n'est pas élu. Je ne sais pas si quand je dis En tout ça, cas, pour le c'est moment, compréhensible. ce n'est pas Voilà. encore donné. Et je vais Ce poser n'est la pas encore question donné, à mais Sepiro. c'est déjà inscrit qu'il peut. Donc, ça dépend maintenant de Mhm. son bon vouloir. Donc, c'est déjà acté. Il peut se lever demain et il nomme même sa propre fille. Ou bien il nomme même Olivier. On va voir un peu quel est l'avis de Sepiro justement sur la question. Sepiro, déjà, après avoir répondu à la question, j'ai envie de connaître, est-ce que tu as déjà un peu, quel peut être le profil idéal du prochain vice-président au Cameroun? Euh, Monsieur CWK, je n'ai pas réfléchi à un profil idéal. Je n'ai même pas pensé à un vice-président au Cameroun. Parce qu'un homme qui est illégitime, je ne pense pas que je peux penser à quelque chose d'illégitime et penser que ça va être idéal pour mon pays. Je ne parle pas de légalité, parce que la légalité elle-même n'existe pas. Dans le processus de nomination de ce vice-président-là, aucune loi n'a été respectée. Les délais impartis pour la discussion n'ont pas été respectés. Donc, je répète à haute voix que je ne pense pas à un vice-président au Cameroun. Je ne l'entrevois même pas. Quand je dors, je ne sais même pas de rêver pour savoir à quoi il va ressembler, quelle taille il aura, quelle langue il va parler, d'où est-ce qu'il viendra. Je n'en ai Mhm. cure parce qu'il ne représente rien. Il n'est pas élu par un Camerounais. Il n'est pas élu. Le président qui compte le nommer a été mal élu, très mal élu. Lui-même, il sait qu'il n'a pas le droit de siéger à la tête de nos institutions. Donc, penser à ça, c'est quelque part cautionner le fait qu'on est un homme illégitime, peut-être légal, mais illégitime, qui nous donne quelqu'un qu'on doit accepter. Tu peux être illégitime et tu donnes quelqu'un d'illégitime au peuple. Même s'il va être à élire ou à nommer un opposant camerounais, même si c'est le plus, je sais pas, le plus rebelle de tous, moi je dirais à cet homme, vous êtes illégitime, monsieur, parce que vous ne représentez pas nos aspirations, on ne vous a pas élu. Donc voilà la première question que je vais répondre en attendant la seconde. L'homme qui viendra est illégitime. Aucun Camerounais ne lui a accordé un mandat électif, ni même plébiscité, rien. On ne veut pas de lui. Il sache ça avant qu'il ne soit nommé. Déjà, peut-être, justement, avant que on comprenne bien la chose. Est-ce que, quelque part, avec l'actualité actuelle, l'actualité que l'on a sous la main, le fait que l'on ait des semblants de changements actuellement au Cameroun, est-ce qu'on peut se dire que, c'est la voie que l'on mérite, on devrait changer, même si on fait avec le même parti? Hum. Monsieur CWK, moi je parle là avec beaucoup de colère. Vous savez faire la même chose chaque jour et s'attendre à un résultat. Vous savez à quoi ça rime, hein? On dit souvent que c'est être idiot.
ou con. Je pense que notre premier président du Cameroun, le tout premier président, il a fait ça. Voilà où on en est. Le président qui est là, il a changé combien de ministres? Combien de ministres de l'économie? Combien aux finances? Combien au Minju, aux routes, à l'eau et l'énergie? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a une once de changement vu l'évolution du Cameroun? Où nous sommes déjà peut-être 30 ou plus de 30 millions. Vous pensez que quelque chose a changé entre 1984 ou 60 ou 58 et aujourd'hui? Non, rien n'a changé. Tout va de mal en pire. Donc je dis, les hommes en tant qu'hommes, non, changez pas les hommes. Il faut mettre des mécanismes et des outils pour arrêter les hommes dans leur folie. Parce que le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt. Votre ami qui est là à côté, si on le prend demain, on le nomme, on le nomme même pas, on lui donne une arme, je ne pense pas qu'il va voter de la même façon. Il aurait une arme, même le va changer. Mais si on est conscient qu'en lui remettant le pouvoir ou une arme, on dit, OK, si tu tues cette arme-là bêtement, sache que ton pouvoir s'arrête là. Et là, il va changer. Donc, il n'y a que les institutions indépendantes qui sont capables d'arrêter un homme, de lui dire, monsieur, vous avez, vous occupez une fonction, vous n'êtes pas en train de la respecter, alors la loi vous arrête. Lorsque dans un pays, on n'a pas une justice indépendante, vous pensez que quelqu'un peut se lever et changer le Cameroun? Non. Elle n'est pas indépendante. Nous sommes en train de parler à l'introduction de cette émission du jour. Thierry, tu as parlé du cas de l'influenceuse Aïcha Nkamoas. Vous pensez que Aïcha Kamoas. vous pensez que les délais de garde à vue ont été respectés dans sa procédure? Est-ce qu'il y avait flagrance? Pourquoi autant de célérité dans la procédure? Pourquoi on veut en finir? Pourquoi subitement des affaires sortent? Moi, je dis qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Pourquoi des voix commencent à sortir disant que voilà, tel s'est passé, tel s'est passé, tel s'est passé. Et encore, pendant que je suis en train de parler, on nous a été libéré contre une caution de 100 000 francs. Mais attendez, nous sommes seuls dans ce pays. Nous ne sommes pas sérieux. Tant qu'il n'y a pas une loi, parce qu'on dit la loi arrête le pouvoir. Tant qu'on n'a pas un juge indépendant, je dis indépendant, qui peut s'auto-saisir sans attendre l'ordre de son ministère, alors laissez tout ce qu'on fait là, nous, on navigue à vue et on va couler. On va couler parce que la barre qu'on a, elle va chavirer. Nous n'allons nulle part avec cette façon de raisonner, monsieur Olivier. Arrêtez un peu avec ces affaires-là. Moi, je dis encore, la chance, c'est que nous sommes frères. Nous avons été frères qu'on se fait chaque jour, on doit se taper dessus. Nous sommes frères, on se respecte. On a encore notre humanité. Mais ne la tuez pas avec ces positions que vous faites pour empêcher aux gens de dormir dans la nuit. Arrêtez un peu ça un moment. Respectez-vous un peu, s'il vous plaît. Chicharito, sans couper ses pieds qui en était à la chute de sa phrase, hein. Chicharito, justement, si on devait se projeter et que l'on disait, même s'il y a cette légitimité qui peut être remise en cause quand on parle d'une vice-présidence, quel serait le profil idéal? J'ai bien peu posé la question parfois à certaines personnes dans les réseaux sociaux. Et la réponse était, vu qu'on parle de démocratie, que nous sommes dans une démocratie, pourquoi ne pas prendre le deuxième à la dernière élection présidentielle? Est-ce que, au vu de cette manière de penser, prendre peut-être le deuxième à la dernière élection présidentielle ou tout simplement prendre une autre personne qui a un profil peut-être de technocrate et qui aiderait mieux, est-ce que ça serait la meilleure chose à faire? On devait prendre le deuxième à l'élection présidentielle pour faire quoi, c'est le cas, pour être Pour être le vice-président. vice-président, C'est-à-dire oui. que, il sera là pourquoi? Parce que le président définit sa politique et l'applique par l'entremise de son premier ministre et les membres de son gouvernement. Bon, le vice-président qui a été deuxième à l'élection présidentielle, lui sera là pourquoi? Vous savez que c'est le président, le, le poste de vice-président tel qu'il est conçu est une coquille vide. C'est le président de la République qui l'a rempli quand et comme il veut. C'est-à-dire c'est lui qui met le contenu et le contenu et il retire ce contenu quand et comme il veut. Donc vous allez donc prendre le deuxième à l'élection présidentielle pour le mettre là, mais dans quel but?
quel est le but recherché derrière? C'est pour qu'il fasse quoi? C'est pour qu'il implémente Vu ses qu'on parle idées. La de réponse, c'est démocratie, est-ce que quelque part, ce ne serait pas aussi une sorte de contre-pouvoir? Parce que, étant très bien. justement l'une des personnes qui peut contredire peut-être les décisions du chef de l'État en ce Très moment-là, bien. c'est de ne pas jouer le rôle de l'Assemblée Mais nationale. Très bien. Donc, quand vous dites que c'est pour, quand vous dites que c'est pour respecter la démocratie et que c'est pour jouer le rôle de contre-pouvoir, dans une démocratie, nous avons trois pouvoirs. Nous avons l'exécutif, le Le législatif et le législatif, judiciaire. exactement. L'ex- Et parfois, dans les vraies démocraties, on rajoute un quatrième pouvoir qui est la Les presse, médias. Les les médias. médias. On rajoute ces quatre pouvoirs. Bon, une fois que vous mettez Il le n'est pas officiel, vice-président, hein, il faut le rappeler. non, c'est pas officiel, j'ai dit la vraie demande, on rajoute ce qu'on appelle un quatrième pouvoir qui est la presse. Bon, Exactement. dans ces quatre pouvoirs que je viens d'évoquer, le vice-président jouerait un contre-pouvoir à quel niveau dans les quatre que je viens de citer? Puisque le président de la République seul, j'enlève la presse, le président de la République seul prend déjà les trois autres pouvoirs. N'oubliez pas, je le note à l'attention de nos auditeurs et auditrices, que le palais où siègent nos députés à l'Assemblée nationale s'appelle Palais de Verre Paul Biya, président de l'exécutif. Bon, si je ne dis que ça, Ce qui sonne quand même bizarre. j'évoque un deuxième sujet. On prend le judiciaire. C'est le président de la République qui qui convoque le conseil, qui coordonne le Conseil supérieur de la magistrature. Bon, maintenant, vous rajoutez un vice-président qui, lui, en cas de vacances, devient président de la République. Vous voyez donc qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Que vous nommez le deuxième à la présidentielle, ou comme j'ai suivi dans les débats, un militant du PCRN dit que le profil idéal serait le profil de M. Cabral-Libi. Je ne vois pas en quoi il jouerait un rôle de contre-pouvoir dans la nomenclature existentielle de notre pays. Je vais laisser la parole à Sipio. Je crois qu'il voulait dire quelque chose. Oui, Oui, il en a dit. je voulais juste rajouter de l'eau à ton moulin, Charito, en disant que le pouvoir, lorsque le président est élu, lorsqu'il est élu, ça va, hein, le peuple qu'il est élu se remet directement en face de lui et contrôle son action. Elle contrôle son action par la voix de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà les vrais contre-pouvoirs. Et le judiciaire est là pour sanctionner. Lorsqu'on prend le cas du Cameroun, pour ceux qui veulent parler des hommes et des institutions, je vais vous dire, depuis que le Cameroun est Cameroun, l'Assemblée nationale, qui est censée être l'endroit où les aspirations du peuple sont contrôlées et débattues, n'a jamais fait une proposition de loi qui a trouvé bon écho. Ça veut dire que les députés camerounais n'ont jamais écrit une loi, ils l'ont votée. Jamais. Il n'y a que le gouvernement qui donne des projets de loi et il passe comme lettre à la poste. Alors vous pensez que le gouvernement camerounais, vous pensez qu'il est de l'opposition? Il n'est pas de l'opposition. Il est pro-pouvoir. Il fonctionne sous le président de la République, M. Paul Biya. Alors ne me dites pas que le peuple, nous ne sommes pas en démocratie. Je ne pense pas que dans ce pays, on a une fois élu un ministre. Mais sont eux qui rédigent tous les projets de loi du Cameroun qui passent là, même la constitution qui change là. Bon, en même temps, on élit les ministres nulle part. Je ne pense pas que les ministres soient issus généralement des élections. Depuis le Cameroun, je pense que quand j'étais en 2014, nous étions à 100, en 2014-2015, nous étions à 109 projets de loi déposés par le gouvernement camerounais auprès de l'Assemblée et qui ont tous trouvé un écho favorable. Jamais un lieu n'a été rejeté. Un député camerounais n'a jamais écrit une loi, il a déposé, jamais. Elle n'est même pas lue en session plénière ou en assemblée extraordinaire. Elle n'est même pas lue. En fait, elle est bottée en touche dès le dépôt. Parce qu'on ne représente aucun peuple. Ici, on ne parle pas de démocratie, on a parlé d'un système hyper. Je pense qu'on est démocrature. Pour dire que nous sommes une démocrature, on a l'impression que d'une démocratie, mais c'est une dictature où un président est hyper puissant. Donc, ne parlez pas de démocratie. Déjà, dire démocratie, pour moi, le mot est mal choisi. Dire démocrature, mixer les deux. On trouve un peu de dictature et de démocratie chez nous, semblant parce que chaque 7 ans ou 5 ans, on nous appelle à voter. Et encore, même voter
on ne vote pas une partie des membres du Sénat. Ils sont nommés. Mais attendez, vous pensez qu'on va... On navigue à vue et que quelqu'un vienne me dire que nous sommes dans un projet, dans une vision, mais attendez un peu. Vous dormez même comment dans ce pays? Vous faites mal à la tête. On ne dort pas la nuit. On dort par nuit pour un pays où on dit qu'on a des érudits, des gens qui fréquentent, qui sont élevés dans le mental. Ils ont de l'intellect, qui font leurs preuves partout. À nous entendre parler sur les réseaux sociaux, on va entendre dans tout le monde entier. Mais s'il vous plaît, levez le niveau des débats. On sait que vous voulez manger. Allez travailler, allez gagner un match, et manger. Mais quand vous venez débattre, prenez vos identités et parlez d'autres choses. Ne nous rabaissez pas, s'il vous plaît. Ne baissez pas notre niveau intellectuel avec ces propositions. Merci. Voilà, c'est Pierrot qui sont aussi, les seconds. Alors, Olivier, c'est naturellement à toi la prochaine question. Est-ce que jusqu'à présent, on a vu un Paul Biya qui semblait être le maître du temps et le maître d'œuvre de tout ce trame au Cameroun? Est-ce que pour le cas précis, justement, et du changement des hommes et de la vice-présidence, il pourrait surprendre le public parce qu'on a l'impression que c'est taillé pour quelqu'un du RDPC ou plus naturellement pour quelqu'un de sa famille peut-être? Est-ce qu'il pourrait surprendre le public et choisir quelqu'un de l'opposition, non seulement de l'opposition, ou bien une personne ou une personnalité qui n'a pas vrai, ou sur laquelle il n'a pas vraiment une réelle main mise et qui sera indépendante lors de la gestion des choses? CWK, je crois que ta question, elle est un peu mal comprise par les autres. C'est ça qui fait en sorte que d'aucuns ne comprennent pas la venue de la vice-présidence lors de cette nouvelle constitution qui a été votée déjà. Le vice-président n'est pas là pour être une personne qui est de l'opposition ou bien qui sort d'un autre bord politique. Non. Le vice-président, c'est la continuité. Celui-là même, l'homme de confiance, le bras du président dans ses actions au niveau du gouvernement, mais avec certaines restrictions, parce que ce poste est normalement encadré par la Constitution. Au fait, le vice-président, il n'est pas là pour pouvoir pour faire sa propre politique, mais c'est la politique du président de la République qu'il applique à la lettre. C'est pourquoi il peut être révoqué à tout moment, selon le bon vouloir du président de la République, quand il verra que son collaborateur ne lui est plus utile ou bien qu'il a trouvé mieux, il pourra solliciter une autre personne. Alors, c'est pas un poste bâclé. Il peut avoir même 50 vice-présidents, oui. Ouais, ça va d'abord question, s'il vous plaît. C'est quoi le rôle du Premier ministre si on est vice-président? Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il applique la politique du président. Il applique la politique du président selon le degré qui lui est prescrit. Ah, ok. Et le vice-président a aussi des prérogatives. Ok. Il y aura pas de postes qui vont se chevaucher ou bien qui vont faire quoi que ce soit. Mais c'est totalement encadré. C'est pourquoi le vice-président est là. C'est bien nommé c'est bien dit vice-président. Alors, c'est la continuité du président de la République. Alors, c'est une aubaine pour le choix du président de la République est une aubaine pour le Cameroun. Et nous avons hâte que qu'une figure se dessine sur ce poste-là pour qu'on voit les missions et quelles sont les prérogatives réelles du vice-président. Alors, nous attendons avec hâte que le président de la République puisse nommer une personne travailleuse, une personne qui va pouvoir faire les missions du président comme il se doit. Parce que d'autres sont en train de se plaindre que les ministres qui sont là font ce qu'ils veulent. Ils n'appliquent pas réellement la politique du président de la République. Le vice-président sera là pour pouvoir être regardant sur cela.
aider le président de la République dans sa mission. Alors, ce n'est que la bienvenue. Non, non, on ne peut pas, on ne Vous peut ne pas devez te laisser, vous ne devez pas. on ne peut pas te Moi, laisser, vous nous malmenez déjà dans ce pays, on ne peut pas te laisser venir dans les podcasts, continuer à nous malmener aussi. Tu dis que le vice-président sera là pour aider le président dans la continuité de son travail. C'est écrit dans quel article, cher frère? C'est écrit où? Il faudrait lire il faudrait lire Je la vais nouvelle aller lire. C'est écrit constitution. où? Parce que jusqu'à Oui, il faudrait la ce que lire. je connais, jusqu'à date, les missions du vice-président ne sont pas Mhm. encore définies. On a dit que c'est du domaine, c'est le président de la République qui va préciser ses missions. Alors, quand on dit que le président de la République va présider sa mission, c'est pour faire quoi? Monsieur Olivier, Monsieur Olivier, Non, écoutez bien il faut que ceci. je me réponde. Non, je ne sais pas quelle réponse vous cherchez, ça ne va pas satisfaire votre ego. Écoutez bien ceci. À moins qu'aujourd'hui, vous allez encore modifier les textes du Cameroun pour enlever au Premier ministre ses prérogatives et ses missions, le vice-président n'est qu'un symbole. Et il est assis là juste pour attendre la mort du président et le remplacer. Sinon, qu'est-ce qu'il a fait? Il peut prendre Mais un il décret. a pourtant un budget qui est à sa disposition. Et la vice-présidence a quand même des. Il y a de l'argent qui est Il va. dépensé par le Cameroun pour ça. Est-ce qu'on avait finalement besoin de cette vice-présidence? Ce sont des mangeurs. Ce sont des postes pour manger. C'est comme ça. Ce sont des postes pour manger. Ce sont les cousins de Ayang Luc, qui est au Conseil économique. Ils ne nous servent à rien dans ce pays. Vous pouvez avoir un conseil économique et vous avez un pays qui croupit, qui est au FMI tout le temps à commander de l'argent, à prêter l'argent dans tous les pays du monde. Ces gens comme les messieurs Ayang Luc au conseil économique, ils ne nous servent à rien. Si ce n'est siphonner les caisses de l'État et rouler en Prado avec les sirènes dans la ville pour nous casser les oreilles quand il fait chaud ici à Douala, ils ne nous servent à rien. Je vous le dis, monsieur Olivier, arrêtez de blaguer comme ça avec eux. Je vous dis, nous sommes sur un podcast et ne baissez pas notre niveau intellectuel, s'il vous plaît. Les gens vous écoutent à l'extérieur. On connaît bien ce que c'est que ça veut dire que c'est mission d'un premier ministre. Vous pensez que demain, le ministre va attendre que le ministre dise que bon, ok, voilà, change de gouvernement. Vous êtes sérieux? Le ministre va dire que ok, le vice-président va dire ok, on va projeter le mandat des députés. Qu'est-ce qu'il fera? Il va pouvoir dire au ministre je sais pas, des armées de sécuriser une ville. Il a quelle compétence? Mais vous êtes sérieux dans ces pays? En tout cas, peut-être le chef de l'État a encore des chefs de l'État et son équipe. Ils ont encore des choses à nous démontrer en termes d'apport, pour qu'on puisse comprendre la gestion qui sera faite. Hein. Ils viennent manger. L'année prochaine, le ministre des Finances va chercher les niches fiscales. Ils vont nous demander de payer l'air parce qu'il faut qu'ils mangent. Comme actuellement, on est en train de payer les impôts sur tout, même sur notre démarche, on paye les impôts. Ce qu'ils vont demander, c'est pour manger et c'est pour vous nourrir, vous, Olivier, pour que vous venez nous casser les oreilles sur les réseaux sociaux. C'est pour ça. Donc, restez, je ne sais pas, gagnez les marchés publics, mangez tranquillement comme vos amis. Laissez-nous nous exprimer ici tranquillement. C'est facile. Mangez tranquillement. On vous manger, ok, on vous laisse manger et vous venez encore essayer de nous faire croire que nous n'avons pas un niveau intellectuel. Vous nous racontez des bobas qu'on nous demande d'aller lire. Vous ne pouvez pas dire quelles sont vos sources. Vous balancez que vous dites allez lire. En quelle année? 2026? En tout cas, c'est Piro aussi bien Sepiro que Olivier ou bien encore Chicharito. On va dire que c'était un plaisir parce qu'on est en train de traverser déjà carrément le temps qui est réservé à ce podcast. J'ai envie de vous dire merci les gars, merci vraiment pour vos différentes contributions. Merci à vous en ligne qui ne cessez de nous écrire. Également à vous qui êtes connectés aussi bien au Canada, en Belgique, en France, au Cameroun surtout. J'ai envie de vous dire merci pour vos différentes interventions sur nos plateformes, aussi bien sur Spotify, que ce soit également sur YouTube ou encore sur Apple, sur Deezer. Eh bien, on est très content de vous lire à chaque fois. Aujourd'hui, c'était un autre jour et avec l'ensemble de l'équipe et surtout notre invité en première partie de l'émission, Pauline Ongono, on a parlé de la littérature aussi bien en Afrique qu'au Cameroun et surtout de la promotion qui en est faite. On a parlé également en première thématique de l'émission de ce jour, en actualité, on a parlé de la foi et de l'implication politique
de ce que l'on pouvait retenir de la dernière visite du pape Léon XIV. Et vous le suiviez à l'instant, on parlait du changement au Cameroun. Est-ce que ça passe par une mutation des hommes qui sont en place actuellement? Mesdames et messieurs, on va se dire tout simplement au revoir et rendez-vous dans 2 semaines. Ce sera le temps pour nous de vous croiser encore et surtout l'occasion de donner la parole à nos différents invités pour croiser le verbe. Bye bye.